L'essence même d'un parc national, qu'est-ce que c'est? Protéger pour les générations futures un patrimoine naturel et culturel. Je pense que le mot culturel au Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé prend toute sa consistance, toute son essence. Oui, il y a des thématiques excessivement fortes, que ce soit au niveau géologique. On a 5 formations géologiques différentes à Percé, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs au Québec. Il y en a 3 qui sont dans le parc. Je parle de l'icône qu'est le Rocher-Percé avec les calcaires. Les schistes argileux du Mont-Joli, le conglomérat qui compose l'île Bonaventure et la géographie particulière de Percé. L'ornithologie, on sait que c'est un parc national, mais c'est aussi un refuge d'oiseaux migrateurs. C'est dans les plus gros refuges d'oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. Et qu'est-ce qui culmine au niveau du refuge d'oiseaux migrateurs? La colonie de fous de bassin. 110 000 fous de bassin installés dans la falaise et surtout sur le dessus du plateau. Ça en fait la colonie de fous de bassin la plus accessible mondialement. Ça, c'est des points forts. On pourrait parler des mammifères marins, les baleines à bleu, à bosse, petits rocals. Rocals comme on pourrait parler des mammifères marins que sont aussi les phoques, les dauphins à flanc blanc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un milieu excessivement riche. Et c'est ce qui compose et ce qui englobe tout ce parc-là. La présence humaine, elle est conditionnée. Conditionnée par le fait que, oui, il y a un milieu naturel exceptionnel. Ce milieu, ça veut dire aussi un milieu au niveau maritime, au niveau de la richesse des poissons. Elle est là, elle est présente. Donc, on faut remonter assez loin dans notre histoire. Cartier, 1534. Cartier qui vient ici pour la première fois, puis qui vient comme sanctionner. Il vient pas découvrir, on le sait, il n'a pas découvert. Il vient prendre possession pour le roi de France, le territoire qu'on va appeler éventuellement la Nouvelle-France. Alors, je vous rassure tout de suite, les Français sont venus ici pas pour la fourrure, mais ils sont venus ici pour la morue. Et c'est ça qui est excessivement intéressant, excessivement payant. On peut parler que 100 ans avant Cartier, 100 ans avant, où est-ce que les Basques, les Bretons venaient déjà faire le commerce, la pêche à la morue, sauf qu'il n'y en avait pas vraiment parlé. Si vous avez un bon secret bien gardé, vous ne le dites pas à tout le monde. Faut dire que la morue, pourquoi la morue est aussi intéressante pour les pays catholiques, dont la France, c'est le nombre de journées maigres dans une année. Le vendredi, on mange maigre, on mange du poisson. La valeur ajoutée, la valeur nutritive qu'est la morue, ce qui en fait un mets de choix choisi et recherché. Donc, au 15e, 16e siècle, la morue a disparu des côtes d'Europe. On la cherche, on la trouve ici, en Amérique du Nord. Les textes de Cartier sont assez éloquents. Il disait qu'il y avait tellement de morue que son bateau, ça la ralentissait la navigation parce qu'il y avait trop de morue. Donc, Cartier va ouvrir une grande période, ce qu'on va appeler la pêche saisonnière en Gaspésie, c'est-à-dire que de mai à octobre, les morutiers, essentiellement français, on est dans un territoire qui est français, on est une colonie. Alors, on vient faire quoi ici? On vient extirper la matière première. Puis, en l'occurrence, la matière première, c'est la morue. Donc, les pêcheurs, les morutiers français vont venir ici, été après été, et en nombre, 5 à 600 pêcheurs qui viennent ici là, durant la période française. Le premier capitaine qui va arriver en début de saison devient amiral pour la saison. Donc, en fonction du tonnage des bateaux qui vont arriver, il va concéder une partie de plage aux autres capitaines de bateaux qui vont arriver, eux aussi, essentiellement pour pouvoir venir faire de la pêche à la morue. On ne met pas ou presque pas d'installation permanente. On va plutôt se servir de la voile du bateau, s'en servir pour faire une tente pour les installations saisonnières. On va construire des vignots. Les vignots, ce sont des tables faites de rondins de bois sur lesquelles on va mettre des branches de sapin ou d'épinettes pour pouvoir faire sécher la morue. On va utiliser la grave. La grave, c'est la plage de galets de pierre qu'on va utiliser aussi pour faire sécher la morue. Donc, imaginez 5 à 600 pêcheurs qui sont ici pendant toute la saison de pêche, qui sont là à produire de la morue salée séchée. Bon, à l'époque, on n'avait pas de congélateur. La seule moyen, la seule technique pour conserver la morue, ça va être de l'avoir salée et de l'avoir fait sécher. De sorte à en arriver à un produit là, qui va être transportable, qui va pouvoir se conserver longtemps. Donc, pendant toute la saison de pêche, les pêcheurs s'activent activement. On parle d'1 million, 1,5 million de quintaux de morue. Bon, vous me direz, c'est quoi un quintal de morue? 443 livres de morue
morue. Pour faire 443 livres de morue, ça vous prend en autant de morue fraîche, 112 livres de morue salée séchée, ça vous prend 560 livres de morue fraîche. Il faut comprendre que dans le principe de déshydratation, de séchage et de salage de la morue, il y a des étapes alors où est-ce que la morue va perdre une partie de son poids. Donc, c'est des quantités importantes. Au travers de ça, il y a les premières tentatives de seigneurie. 1653, Nicolas Denis vient ici, il vient s'installer. Il y a une immense seigneurie qui part des Maritimes et qui part jusqu'à Cap-des-Rosiers, de l'autre côté du Parc national de Forillon. Une immense seigneurie, donc le cœur est vraiment le cœur de Percé qui veut rentabiliser. Il a même fait un livre où en Europe, il vantait les mérites de pouvoir venir s'installer dans le Nouveau Monde, puis les possibilités de venir s'installer dans sa seigneurie, parce que le but premier d'un seigneur, c'est d'attirer des censitaires, des colons qui vont venir travailler dans sa seigneurie. Donc, il essaie de le faire. Ça va pas vraiment bien marcher. Il va se faire amputer sa seigneurie de son neveu, Pierre-Denis de la Ronde, en 1672, qui va lui exploiter juste le cœur de ce que Percé et de Saint-Georges de Bannebée aujourd'hui. De ce cœur-là, il va essayer lui aussi de faire du commerce de la pêche. Il faut comprendre sous le régime français, la priorité va être accordée aux morutiers français. On est une colonie, ils viennent extirper la matière première. Les tentatives de seigneurie ici vont s'avouer être un échec, et cet échec-là, il va être sanctionné par un édit en 1686, en 1681 dans un premier temps, et qui va être sanctionné en 1686. C'est l'intendant des Meules qui va décréter officiellement que la zone de pêche est zone de pêche libre. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on dit aux seigneurs non à leur prétention de vouloir exploiter le commerce de la pêche. Exploitez la terre si vous voulez, mais vous ne pourrez pas exploiter le commerce de la pêche. En contrepartie, ils disent oui aux morutiers français, oui, vous avez la priorité, oui, c'est vous qui allez pouvoir faire la loi là, à Percé là, pendant la saison de pêche. C'est tellement important à cette époque-là, le commerce de la pêche à Percé. Je pense qu'on se rappelle tous de qui est Monseigneur Laval, premier évêque de Québec. Monseigneur Laval, avant même d'aller prendre son évêché à Québec, va arrêter à Percé, pas parce que c'est touristique, c'est parce qu'il y a plus de monde à Percé quand il va venir, qu'il va avoir du monde qui vont l'accueillir à Québec quand il va aller prendre son évêché. C'est l'importance, c'est là qu'il faut voir l'importance de Percé sous le régime français, qui est plus important au niveau économique que le cœur du Québec l'est à cette époque-là. Plus tard, éventuellement, oui, la vallée du Saint-Laurent va se développer, puis les postes que sont Québec, Trois-Rivières, Montréal vont devenir des points importants, puis ils vont activer le développement de l'économie du Québec. Mais sous le régime français, en 1630, 1640, c'est vraiment ici là, que tout se passe. Tout va excessivement bien jusqu'en 1690. 1690, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a toujours la guerre entre la France et l'Angleterre. Ça se répercute toujours dans les colonies ici. Guerre d'indépendance, guerre de succession d'Espagne. Ça va se terminer par le traité d'Utrecht. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des corsaires new-yorkais, bostonnais qui vont remonter ici et qui vont venir faire de la terre de brûler, qui vont venir brûler, saccager toutes les installations des colons qui sont ici. On connaît tous Phipps, qui a remonté jusqu'à Québec. Les corsaires, eux, vont faire le ménage, vont détruire. Phipps va juste passer par après, vérifier que la sale besogne a été faite et va remonter sur Québec pour aller affronter Frontenac. Et on sait fort bien qu'est-ce que Frontenac lui a répondu. Je vais vous répondre par la bouche de mes canons. Cet exercice-là a marché. Ils n'ont pas réussi à prendre Québec cette fois-ci. Donc, par contre, qu'est-ce que ça crée ici à Percé? Ça crée une forme d'insécurité. Si vous regardez l'amphithéâtre naturel de Percé, l'île Bonaventure, c'est un endroit qui est difficile à se défendre. Donc, des 5 à 600 pêcheurs qu'il y avait initialement, ben là, oui, il y a une insécurité, oui, il y a moins de pêcheurs qui vont venir après 1690. Ces gens-là vont plutôt vouloir aller du côté de Gaspé, de grandes rivières, des endroits où est-ce qu'on peut voir venir l'ennemi de plus loin, donc un peu plus sécuritaire. Donc, ça va pas sonner le glas pour Percé, mais ça va comme il va y avoir moins de gens. Jusqu'en 1760, c'est la conquête. La conquête, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient sanctionner le fait que la présence française en Gaspésie ne sera plus là. Ils vont être remplacés dans un premier temps par les Anglais, les commerçants anglophones qui vont venir faire des affaires en Gaspésie, sauf qu'ils parlent only in English speaking.
Et ça, avec un francophone, ça passe pas. Vous êtes le conquérant, vous êtes ceux qu'on n'aime pas, vous êtes ceux qui ont brûlé nos maisons, nos infrastructures, donc c'est pas bon ménage. Les Georgiais vont arriver dans le décor. Les Georgiais sont vraiment les mieux placés dans le contexte d'époque. Je sais pas si vous replacez les îles Jersey, Guernsey, collées sur les côtes de la France, qui appartenaient anciennement au duché de Normandie. C'est un Guillaume le Conquérant, duc de Normandie en 1066, qui, avec la bataille d'Hastings, en Angleterre, devient roi d'Angleterre. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec cet archipel-là? Il dit, bon, OK, c'est correct. Il les prend, puis il les met sur la propriété privée du roi d'Angleterre. Donc, il est devenu roi d'Angleterre. À partir de ce moment-là, les Georgiais, les Guernesais, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on reste fidèle à notre duc, donc à la culture française. On reste fidèle à notre nouveau souverain, et c'est l'anglais qui va prendre le dessus. Et on va, au travers de ça, développer une langue qui nous est propre, un jargon qui va s'appeler le djellé. Donc, imaginez quand ces gens-là arrivent ici, après la conquête, parlent français avec les pêcheurs, parlent anglais avec l'administration, parlent djellé entre eux à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'il y a des petites affaires qu'on ne veut pas que tout le monde, les secrets d'entreprise, qu'on ne veut pas que les autres connaissent. Donc, on est les mieux armés pour venir s'installer après la conquête. Ici, on est dans un bâtiment d'une compagnie georgiaise qui s'appelle la Charles Robin Company. Charles Robin arrive à Passepébiac en 1766. Si vous calculez, là, 1760-1766, c'est pas long, 6 ans pour que le premier Georgien vienne s'installer et vienne s'implanter à Passepébiac. Il vient comme actionnaire minoritaire d'une petite entreprise qui est la Robin and Pipon Company. Ils ont déjà en partant le principe des 2 succursales de pêche. Un peu comme les magasins aujourd'hui. Si tu as plusieurs succursales, il y en a une qui va bien, l'autre va moins bien, on peut compenser. Donc, notre fameux Robin s'installe à Passepébiac. Pourquoi Passepébiac? 1, la morue arrive plus vite dans la baie des Chaleurs. 2, il y a de grandes étendues de terre. 3, il y a de la forêt. 4, il y a plein de main-d'œuvre, entre autres, pas loin des Canadiens français, des Acadiens, qui peuvent être une potentielle main-d'œuvre pour le compte de la compagnie. Donc, notre fameux Robin s'installe là en premier, sauf qu'il y a un accident de parcours. C'est la guerre d'indépendance américaine. Qu'est-ce que ça vient faire ici, chez nous, en Gaspésie? Ben, on est une colonie anglaise depuis 1760. Nos amis américains sont aussi une colonie anglaise. Alors, les Américains viennent nous voir, puis hey, embarquez avec nous autres. On va se débarrasser du conquérant et des Anglais, puis on va devenir indépendants. Alors, les Anglais prévoyaient le coup, avaient concédé une chose à l'époque, c'est l'Acte de Québec en 1791. Ils ont concédé la langue et la religion aux Québécois. Ça veut dire que du haut du clergé, l'Église catholique a dit « mêlez-vous pas de ça ». Ça ne nous regarde pas. À partir de ce moment-là, les Américains viennent ici. Alors, ils vont attaquer qui? Tout à l'heure, on a parlé de guerre de Brûlis, mais là, ils ont été assez fins. Ils attaquaient juste les intérêts industriels anglais ou georgiais. Donc, venaient carrément saccager, mettre le feu aux installations de pêche de Charles Robin, qui était entre autres à Passepébiac. Alors, Robin, l'histoire raconte qu'il avait été fait prisonnier, il s'est sauvé, c'est ce qui lui a valu de rester en vie, et ses installations ont été brûlées, ses stocks de poissons ont été confisqués par les Anglais. Donc, notre Robin, il disparaît de la carte de 1775 à 1783. Fin de la guerre d'indépendance américaine en 1783. Notre Robin revient en Gaspésie, mais là, à la tête de sa propre entreprise, Charles Robin Company. Et là, il va mettre en place ce qu'on peut considérer comme étant un empire maritime marchand. C'est-à-dire qu'il va installer en Gaspésie, il va au total avoir 27 postes de pêche. Ces 27 postes de pêche vont être répartis tout le long de la côte gaspésienne. Son centre de redistribution, et je fais attention de ne pas dire sa maison mère, parce que la maison mère de Robin, c'est à Jersey. L'argent retourne en Europe, retourne à Jersey. On est encore une colonie.
Le centre de redistribution, c'est Passepébiac. À l'époque, Passepébiac, c'est vraiment un endroit majeur. Ça veut dire que tous les cargaisons de morue salée séchée faites dans les 27 postes de pêche retournent à Passepébiac pour être réexpédiées dans le monde. Et de ces 27 postes de pêche, son meilleur site de pêche, c'est Percé. Juste vous donner un exemple, en 1857, Robin va faire l'équivalent d'à peu près 5 800 000 livres de morue fraîche, transigée dans un été. Ses profits nets en 1857, c'est l'équivalent d'à peu près 150 000 $ de profits nets par année. 150 000 $ aujourd'hui, en 2016, ça représente quoi? Comparez-les, on peut faire des comparables. C'était plus que le budget annuel de la province de Québec à l'époque. Alors là, on peut parler d'une entreprise qui est une multinationale du commerce de la morue. On est à l'époque où on va appliquer les principes du capitalisme à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va trouver les moyens de faire en sorte de rendre l'entreprise le plus rentable possible. On applique les principes du capitalisme. Si on regarde à l'époque, à peu près tout le monde fait à peu près la même affaire. C'est-à-dire que si je regarde la baie du Son, si je regarde l'industrie forestière, si je regarde les textiles en France, on est à peu près tous dans le même type d'organisation. On est rendu à comment on va rendre l'entreprise rentable. Si on regarde en micro le poste de pêche de Robin, qui va être la copie conforme d'à peu près tous les postes de pêche là, qu'on va comme développer dans son réseau. Ils sont tous blanchis à la chaux, donc ils sont blancs, découpés au sang de bœuf. Chaque bâtiment a une fonction bien spécifique. Chaque homme à l'intérieur de l'organisation a des tâches bien spécifiques. Le clergé catholique, il est présent en Gaspésie. Il n'aime pas beaucoup les compagnies georgiaises parce que qui c'est qui contrôle, qui a le pouvoir en Gaspésie au 19e siècle? C'est vraiment les compagnies georgiaises. Mais le clergé s'entend clairement sur le fait que quand il parlait des sites de pêche des compagnies georgiaises, qu'il n'y a rien de mieux structuré, de mieux organisé, de plus entretenu qu'un site de pêche des compagnies georgiaises. Robin, la façade maritime du poste de pêche de Percé, c'est à peu près 2 km de long. C'est 40 bâtiments, 300 hommes, 70 bateaux. Ça, c'est l'entreprise. C'est le village de Percé au grand complet aujourd'hui. Un détail insignifiant sur la belle photo de l'Hivernois en 1870, c'est cette clôture pointue victorienne blanchie sur 2 km de long. Pas parce que ça sert à quelque chose, c'est juste parce que c'est beau. On fait juste démontrer à quelque part l'importance puis le standing de la compagnie à l'époque. On est ici dans ce bâtiment que moi je trouve remarquable, ça s'appelle un chafaud. Un chafaud, c'est un dérivatif du mot échafaudage, échafaud, parce que le bâtiment à l'époque, il était à moitié sur la plage, à moitié sur la terre ferme. Et pourquoi? Dans ce bâtiment-là, les odeurs se sont pas transmises avec l'histoire, mais si on était ici, au 19e siècle, ce qu'on sentirait, c'est les odeurs de poissons, de viscères, de milieux humides. C'est ici, à l'intérieur de ce bâtiment-là, que les pêcheurs vont venir déposer leurs prises, que les gens de terre, ça, c'est les spécialistes de la transformation de la morue. Alors, c'est un piqueur, un trancheur, un saleur, un décolleur, qui vont comme, pendant toute la journée, travailler puis faire en sorte qu'on a un produit final qui s'appelle de la morue salée séchée, qui a un nom, qui a un trademark, qui s'appelle Gaspé Cure, qui est au 19e siècle reconnu, recherché un peu partout à travers le monde. Les morues faites ici, chez Robin, vont partir pour la France, pour Jersey, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le sud des États-Unis, pour les Antilles, pour le Brésil. Donc, on a, en plus de notre organisation de pêche, on a une flotte marchande qui, elle, permet de faire de l'export-import à travers le monde. Donc, on est copié sur le modèle de commerce triangulaire du commerce des esclaves. Et en plus de ça, on a un système de crédit, d'endettement. Ce système-là est particulier en ce sens que vous êtes un pêcheur. Vous venez vous installer dans la région. Vous avez rien, vous avez pas d'argent, pas de matériel de pêcheur. Moi, je vais être fin avec vous. Je vais vous prêter à crédit tout ce que vous aurez besoin pour pêcher. Alors, on va faire ça légalement. On va avoir un grand livre où je vais marquer tout ce que vous allez avoir eu besoin pour
pêcher pour moi, pour l'entreprise Robin, pendant toute la saison. De l'autre côté, je vais marquer durant toute la saison les prises que vous m'aurez amenées au sein de la compagnie. On va s'entendre que je vous paierez pas tout de suite, que je mettrai pas de prix sur votre morue. Il y a un but caché en arrière de tout ça. La morue, on est dans un système de capitalisme marchand. Donc, c'est évident que le prix de la morue, c'est toujours une question d'offre et de demande. On a tout appris ça dans notre économie de marché, que tout est offre et de demande. Alors, on va attendre qu'au niveau international, le prix se soit stabilisé. Et là, on va payer. Et là, on va mettre un prix aux pêcheurs. On ne donne pas d'argent. On a 2 livres de comptabilité. C'est pas un troc. Donc, on va calculer que, cet été, vous avez pêché pour à peu près 100 $. Et ce que vous avez acheté durant toute la saison, ça vaut à peu près 60 $. Il va vous rester 40 $ pour passer le restant de l'année. Ça ne sera jamais assez. Et là, vous allez revenir au magasin général. Et là, vous avez été un excellent pêcheur. Il se peut fort bien que le baril de farine soit un peu plus cher pour vous que pour un autre qui a été un moins bon pêcheur. Le but de l'exercice, c'est de vous garder tous endettés auprès du compte de la compagnie. Et il y a une loi qui vient de sanctionner tout ça. La loi du dernier équipeur en 1857 qui stipule que tout pêcheur endetté auprès d'une compagnie georgiaise est obligé de vendre son poisson en priorité à la compagnie envers laquelle il est endetté. Je ne sais pas si vous voyez le jeu dans lequel on vient de s'embarquer, mais la compagnie, elle, d'une entreprise de pêche, si on remonte au régime français qui ne durait que de mai à octobre, on est sur le régime anglais d'une entreprise de pêche qui, grâce au magasin général, grâce au pêcheur qui est un client acheteur et qui va lui-même alimenter l'économie interne du magasin général, on vient de faire de la business 12 mois par année. À partir de ce moment-là, l'entreprise de pêche devient excessivement rentable et là, tout le monde est dépendant les uns des autres dans un immense système de crédit qui doit à peu près avoir 2500 personnes qui sont dépendantes de ce système-là, tout dépendamment qu'ils sont chez Robin, ici, ou chez ses compétiteurs. Parce que Robin, pour les postes clés, les postes importants de gérant d'une succursale de pêche. On a 27 succursales de pêche. Je ne mettrai pas n'importe qui là. Je vais mettre des gérants, puis je vais prendre des Georgiens aussi. Pas question que je mette un Canadien français ou quelqu'un d'autre là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les écoles à Jersey. Je vais aller voir là, les meilleurs élèves qui ont 12 ans, 13 ans. Je vais les prendre, je vais les emmener avec moi dans l'entreprise et je vais leur faire gravir les échelons de la compagnie poste par poste, de sorte à ce qu'ils deviennent le gérant principal. Le gérant principal, il faut qu'il fasse quoi, lui? Il faut qu'il fasse le recrutement. Il faut qu'il s'occupe des comptes, il faut qu'il s'occupe des achats, du magasin général. Donc, c'est le délégué commercial de la compagnie. Cette personne-là va s'occuper des intérêts de la compagnie comme si c'était les siens. Il faut comprendre aussi qu'ils deviennent la classe aisée ou recherchée dans un groupe social. On est ici à Percé, il y a un beau bâtiment qui s'appelle aujourd'hui l'Auberge aux Pirates, qui est l'ancienne maison du gérant de la compagnie de pêche de Charles Robin à Percé. Il s'appelait John Le Boutillier. John Le Boutillier raconte les tâches qu'il avait à faire, mais il raconte aussi que l'hiver, il est isolé, il est seul, parce qu'en plus, il peut pas sympathiser avec les pêcheurs, avec les gens de terre, avec ses employés, parce que c'est pas bien vu. Il faut qu'il garde cette distance-là entre les employés puis le patron. En même temps, il y a une liste de qu'est-ce qu'il faut qu'il mange pour être rentable pour le compte de la compagnie. Il peut pas fumer, c'est pas bien vu. Donc, on voit que, oui, il fait partie d'une caste. Oui, il est comme un petit peu isolé dans sa grande maison durant l'hiver, pardon. Donc, cette organisation de pêche-là va contrôler, va faire en sorte que ça va être eux qui vont marquer le plus l'ensemble du développement gaspésien. J'ai dit des compétiteurs, les meilleurs élèves. Ça s'appelle un David Le Boutillier, ça s'appelle un John Le Boutillier, 2 cousins qui vont développer eux aussi leur propre entreprise de pêche. John dans l'Anse du Nord, de Percé, à Gaspé, à Mont-Louis, à l'Anse-au-Griffon. Il y a encore le beau manoir John Le Boutillier à l'Anse-au-Griffon. Du côté de Percé, à l'île Bonaventure, c'est David Le Boutillier, la Le Boutillier Brothers. Il va avec ses 6 postes de pêche. On a dit Robin, il y en avait 27.
Lui, il en a 6. Avec ses 6 postes de pêche, il va devenir la 2e plus grosse compagnie en importance georgiaise en Gaspésie. Il va compétitionner son ancien patron à Passepébiac sur le site de pêche. Les bâtiments Robin d'époque ont brûlé, mais les bâtiments de la Leboutillier Brothers sont encore là, sont encore visitables. Il y a un beau bâtiment qui s'appelle le Bibi. C'est Thomas Pye, un illustrateur, en 1857. Lui, là, il a descendu la Gaspésie. Il a fait plein de belles illustrations à chaque village. Il faisait des illustrations, il faisait des commentaires. Et à Passepébiac, il a été renversé. Il racontait que c'était la plus grosse structure en bois qu'il avait jamais vue en bas de Québec. Pour dire à quel point ils ont marqué le paysage architectural, ils ont marqué le paysage du travail, de l'organisation du travail en Gaspésie. Je dis toujours que si la morue avait pas été là, si les Jorsiais avaient pas été là, on n'aurait pas cette couleur qui est celle des Jorsiais en Gaspésie. On a, nous, dans le parc, une grande opportunité. On a ce patrimoine bâti. Ici, je disais, on est dans les bâtiments Robin. C'est des noms évocateurs au nom de Chaffaut, Saline, Cantine, Neigère. Donc, des bâtiments qui servaient essentiellement au commerce de la pêche. On est dans du bâtiment commercial. Dans le secteur Île-Bonaventure du parc, on a les bâtiments Leboutillier, qui sont blancs et rouges eux aussi. Ce sont des Jorsiais. Ils vont avoir... On reprend encore le même type d'organisation. Ça veut dire qu'à l'époque, sur l'île, il y avait un chaffaut, il y avait une saline, il y avait des cookrooms, des dortoirs pour les engager, un entrepôt, une maison de gérant. On avait une vingtaine de bâtiments, 150 à 200 hommes qui organisaient l'organisation de la pêche là, du temps du régime français à partir de 1845 sur l'île Bonaventure. Tous ces beaux empires-là ont particulièrement bien fait jusqu'à une date charnière. En 1886, ça commence à mal aller. Alors, on comprend tous qu'on faisait du crédit. Ces Jorsiais-là avaient créé chez eux des banques. Moi, j'appelle ça, c'est un junk stock bank. Admettons que c'était une banque privée dans laquelle on mettait notre argent, tous nos revenus, et dont on se servait pour pouvoir, après ça, faire du crédit. Si j'ai 2000, 2500 travailleurs entre les compagnies qui dépendent de moi pour du crédit, ça me prend de l'argent quelque part. Sauf qu'en Europe, de 1776 à 1876 à 1886, il y a comme une série de crises économiques. Ça va pas bien. Il y a un des actionnaires de cette banque-là qui s'appelle Philippe Gossett. Philippe Gossett, il est actionnaire des 2 compagnies que sont la Charles Robin Company, que sont la Leboutillier Brothers. Ça va pas bien. Alors lui, il est trésorier de la banque de l'île de Jersey. Donc, vu que ça va pas bien dans la banque, il prend de l'argent de la banque d'État de l'île de Jersey puis la met dans la banque privée. Le scandale éclate, Philippe Gossett est arrêté, mais qu'est-ce que ça provoque? Ça va provoquer la fermeture des 2 compagnies. Fermeture technique. Ils n'ont plus d'argent pour fonctionner. Alors là, c'est particulier de voir que autant le système avait comme pas créé d'émeutes, autant les gens avaient embarqué dans ce système-là, ça leur permettait de vivre, puis on aurait pu dire, ben oui, mais l'endettement pris aurait pu comme contester. Non, ça a pris la fermeture des 2 compagnies. Qu'est-ce qu'ils ont fermé? Entre autres, leurs magasins généraux. Leurs magasins généraux, c'est les produits de subsistance durant l'hiver dans une région éloignée où est-ce qu'on vit avec des bateaux. Donc, c'est là que les gens se sont révoltés. C'est là que les gens, à Passepébiac, les gens ont été pillés, les magasins généraux de Robin puis de Leboutillier. La deuxième fois, ils se sont essayés de se reprendre. C'est le curé, semble-t-il, qui s'est mis devant la porte pour les empêcher de le faire. Ça avait tellement été important et insécure que le gouvernement du Québec s'était senti obligé de donner des subsides là, pour de l'argent pour pouvoir passer l'hiver, pour éviter la famine. C'est là, après ça, qu'on voit que les compagnies jorsiaises vont ils n'ont plus d'argent. On est dans un système capitaliste. J'ai pas perdu mes biens, j'ai juste plus d'argent pour faire du crédit. Donc, ça veut dire qu'ils vont ou vendre. C'est le cas ici, en 1886, la compagnie Leboutillier va vendre ses infrastructures de pêche à un commerçant de Québec, un dénommé Richard Turner, qui va reprendre, entre autres, le lot sur l'île Bonaventure, et il va continuer à faire de la pêche selon la façon traditionnelle jusqu'en 1926.
L'autre ici, chez Robin, lui, il va essayer de trouver des nouveaux actionnaires de l'argent neuf pour pouvoir repartir l'entreprise. C'est là qu'on voit la raison sociale de la compagnie passer de Charles Robin Company à Robin & Colla, Robin Jones et Whitman. Celle de Robin Jones et Whitman date de 1910. Pour la première fois, la compagnie devient à part entière canadienne, c'est-à-dire que le siège social part de l'île de Jersey et s'en vient ici, en Gaspésie, dans les Maritimes, plutôt, pardon. Et c'est là qu'on voit apparaître une raison sociale différente. On les voit aussi diversifier leurs activités économiques. Ils vont se lancer plutôt dans les magasins à rayons, entre autres. Et ils vont continuer à faire de la pêche. Et on fait de la pêche jusqu'en 1967-70 à peu près. Il y a un cas d'espèce dans le réseau où est-ce qu'il n'a pas continué, il n'a pas fait de faillite. Il s'appelle Hyman, Parc national de Forillon aujourd'hui. Il y avait une compagnie de pêche et c'était un Juif. Lui, il n'avait pas mis son argent dans les banques à l'île de Jersey. Donc, lui, il a fonctionné à faire son système jusqu'en 1967. Donc, cet univers-là, on a l'opportunité dans le parc de pouvoir, je disais, avoir ce patrimoine bâti qui est le reflet d'une histoire qui est particulièrement différente de celle du cœur du Québec. On a Robin ici, le Boutillier à l'île, et en plus, il y a les anciennes habitations des gens de l'île, ceux qui ont vécu sur l'île à la même époque. En 1831, 35 familles, 172 personnes qui se sont installées. C'est des gens au nom évocateur de Duval, Hennessy, Maloney, Brochet, Paget. Donc, ces gens-là qui se sont installés sur l'île, qui, avec leur famille, ont développé des petites organisations de pêche autonomes. C'est-à-dire, comme la grosse compagnie, ils vivaient juste à côté. Alors, ils avaient leur rampe à bateau, leur maison, l'organisation de pêche, leur petit chafaud. Il y avait le jardin, le potager, la forêt derrière, la colonie de fous de bassin complètement derrière, qui pouvait devenir un poulailler à ciel ouvert durant l'été. Donc, quand on parle de l'esprit des lieux dans un endroit, je pense que ma façon à moi de voir les choses, ça a toujours été de faire en sorte que le patrimoine bâti est le reflet d'une histoire, reflet de gens qui vivaient dans un coin de pays, qui ont travaillé pour pouvoir y arriver, qui ont comme marqué, qui ont laissé leurs traces. Ça fait partie du mandat qu'on s'est donné au Parc national de l'Île Bonaventure et du Rocher-Percé.